Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, qui est donc Jeremy Corbyn? À peine élu, largement aux commandes du Parti travailliste britannique, le nouveau leader de l'opposition multiplie les polémiques. Étatiste, eurosceptique, anti-austérité, jusqu'où vont ses positions? Quel modèle veut-il imposer à son pays et quelles sont ses chances d'accéder au pouvoir? Catherine Mathieu de l'OFCE nous répondra. Et puis l'innovation à l'honneur, une fois de plus. Nous nous pencherons sur un petit boîtier Made in Israël qui vous permet de savoir via votre smartphone de quoi est constitué votre aliment, votre médicament et même votre vêtement. Découverte du mini-scanner moléculaire en seconde partie d'édition. Voilà pour le sommaire, soyez les bienvenus. L'actu éco avant tout et à la une, en attendant la décision de la Fed sur les taux, c'est bien sûr le rachat par Altice du 4e câblo-opérateur américain. Après Suddenlink au printemps, le groupe de Patrick Drahi s'offre Cablevision pour 17,7 milliards de dollars, dette incluse. Il s'agit du principal câblo-opérateur à New York, dans le New Jersey et dans le Connecticut. 3,1 millions de clients, 3,3 milliards de dollars sur les 6 derniers mois de chiffre d'affaires. Altice prend donc une nouvelle dimension aux États-Unis. Le titre a d'ailleurs bondi dans la foulée à la bourse d'Amsterdam. Et pendant ce temps, Barack Obama recevait hier des chefs d'entreprise à Washington, l'occasion pour le président américain d'aborder les principaux thèmes économiques du moment, le budget fédéral, le climat, l'embargo sur Cuba et aussi la montée en puissance de la Chine. Pékin est bien un concurrent pour Obama, mais dans un climat qui doit être apaisé. Mon ton à l'égard de la Chine a été assez cohérent. Il ne varie pas en fonction des sondages. D'après moi, la Chine devrait être et continuera d'être un concurrent économique. Et nous devons nous assurer que nous parviendrons à une entente avec eux sur notre présence en tant que puissance pacifique. Autre puissance, l'Europe. Les discussions autour du projet de libre-échange avec les États-Unis se poursuivent. Hier, la Commission européenne a proposé la création d'une cour de justice spéciale qui devra régler les litiges liés aux investissements et faire aussi oublier l'actuel mécanisme qui cristallise les inquiétudes d'une partie de l'opinion publique. Écoutez. Nous aurons des juges et non des arbitres qui suivront les dossiers de près. Ils doivent avoir des qualifications comparables à celles que l'on peut trouver dans des tribunaux nationaux ou internationaux. Les qualifications requises seront fondées sur celles des tribunaux internationaux comme la Cour internationale de justice ou l'Organisation mondiale du commerce. On parle d'Uber et la concurrence qui se renforce contre le spécialiste des voitures avec chauffeur. Deux de ses rivaux, Lyft l'américain et Didi Kwedi le chinois, ont décidé de s'allier. Leurs plateformes seront désormais compatibles. Et par ailleurs, plusieurs centaines, vous le voyez, de chauffeurs de taxi avaient manifesté mercredi dans les rues de Bruxelles contre la menace qu'Uber fait peser sur leur activité. On écoute une représentante. Nous subissons une concurrence déloyale. C'est pour ça qu'on est ici, pour défendre le taxi et créer un accord collectif de tous les taxis européens. Français, belges, suisses, portugais, espagnols. Et nous attendons aussi les participations de l'Allemagne et de l'Italie. Notez aussi que le champion français du covoiturage Blablacar annonce ce jeudi avoir levé 200 millions de dollars, ce qu'il valorise à 1,6 milliard. En bref, des nouvelles du Japon. Bonne nouvelle, puisque Tokyo a vu son déficit commercial chuter de 40% au mois d'août sur un an, grâce notamment à la baisse des prix du pétrole et malgré le recul des exportations sous l'effet du ralentissement chinois. Un détour par le Qatar où s'est ouvert un forum de 2 jours à Doha dédié au transport. C'est l'un des secteurs à la plus forte croissance au sein du riche émirat. Et malgré la chute des cours de l'énergie, les budgets d'investissement restent très conséquents. En 2015, Qatar Rail a décroché un projet d'une valeur de 4 milliards de dollars. Les futurs projets au Qatar sont estimés à 200 milliards et près de 40% concernent le transport. L'an dernier, des projets routiers ont été attribués pour une valeur de 6 milliards. Le secteur ferroviaire et le transport sont très importants pour l'économie du Qatar. Et puis sachez que la capitale islandaise Reykjavik vient d'adopter en conseil municipal une décision visant à boycotter les produits israéliens. Une mesure qui vise à dénoncer, d'après la ville, le contrôle de la Cisjordanie. En voilà un qui bouscule les habitudes. On va se pencher sur la personnalité et les idées du nouveau patron des travaillistes britanniques. Jeremy Corbyn, 66 ans, affronté hier pour la première fois au Parlement le Premier ministre David Cameron en tant que leader de l'opposition. Alors que le Royaume-Uni affiche une croissance nettement supérieure à celle de ses voisins européens, il dénonce les politiques d'austérité coupables à ses yeux du recul du niveau de vie des plus faibles. Découverte d'abord du personnage avec Johanna Citruc.
C'était son premier grand oral. Mercredi, Jeremy Corbyn, fraîchement élu à la tête du Parti travailliste britannique, affrontait David Cameron pour la traditionnelle séance de questions au gouvernement. Et déjà, le nouveau leader de l'opposition a cherché à imposer son style. Il a proposé à ses électeurs de participer. J'ai envoyé un email à des milliers de personnes et je leur ai demandé quelles questions aimeraient-ils poser au Premier ministre. Et j'ai reçu 40 000 réponses. Sur ces 40 000 réponses, Jeremy Corbyn a sélectionné les plus représentatives, ou plutôt celles qui concernaient ses sujets de prédilection, comme le système de santé, la crise du logement ou encore la réduction des prestations sociales. Hier, le Parlement a malheureusement voté des propositions qui vont coûter 1 300 livres par an aux familles concernées par les crédits d'impôt. Différents thèmes qu'il évoquait déjà 24 heures plus tôt face au congrès de l'Union des syndicats. Car à 66 ans, le nouveau leader du Labour Party est un farouche opposant de l'austérité. Des politiques de rigueur qu'il juge au détriment des plus pauvres. Ils nous appellent les négationnistes du déficit, mais ils dépensent des milliards en réduisant les impôts pour les familles les plus riches et pour les entreprises les plus rentables. Eux, ils sont négationnistes de la pauvreté. Ils ignorent les files d'attente de plus en plus longues devant les banques alimentaires. Ils ignorent la crise du logement. Ils suppriment les crédits d'impôt alors que la pauvreté des enfants a augmenté d'1 demi-million sous le dernier gouvernement pour atteindre plus de 4 millions. Soyons clairs, l'austérité est en fait un choix politique que ce gouvernement a pris et qu'ils imposent sur les plus vulnérables et les plus pauvres dans notre société. À gauche de la gauche, son programme économique est dans la lignée des partis espagnols Podemos et grec Syriza. Il comprend par exemple des nationalisations, plus d'intervention de l'État et une contribution plus importante des riches pour aider les pauvres. Baptisé Corbynomics, il a reçu le soutien d'une quarantaine d'économistes et celui de Yanis Varoufakis en début de semaine. Je ne suis pas ici pour chercher votre solidarité envers la Grèce. Je suis ici pour offrir le soutien du peuple grec au peuple britannique, dans l'aventure dans laquelle vous vous embarquez. Mais s'il a de nombreux militants et quelques personnalités derrière lui, Jeremy Corbyn est loin de faire l'unanimité. Son côté eurosceptique inquiète et la plupart de ses idées sont jugées irréalistes. Austérité ou non, le Royaume-Uni est l'un des pays de l'Union européenne qui s'en sort le mieux. Le taux de chômage ne dépasse pas 5,5% de la population active et cette année, la croissance devrait s'établir à 2,8%, un chiffre 2 fois plus élevé que pour la zone euro. Voilà, paradoxe comme souvent entre les indicateurs macroéconomiques et la réalité telle qu'elle est vécue par une frange importante de la population. En ligne avec nous, Catherine Mathieu, spécialiste du Royaume-Uni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste senior au département analyse et prévision à l'OFCE. Alors tout d'abord, votre avis sur le nouveau chef de l'opposition britannique. La montée en puissance de Jeremy Corbyn au sein des travaillistes, elle marque une rupture forcément au niveau de la vision économique et sociale. On est très loin d'un Tony Blair par exemple. Ça vous surprend cette émergence de Corbyn ? Ça ne surprend pas vraiment parce qu'en fait, depuis que Tony Blair était arrivé à la tête des travaillistes, le gouvernement des travaillistes, le New Labour, s'était vraiment recentré dans ses prises de position économiques et en fait était devenu très proche des positions exprimées par les conservateurs. Donc il n'y avait plus vraiment de débat et de discussion dans les partis politiques britanniques sur le choix en matière de politique économique. Et donc de ce point de vue, l'arrivée de Jeremy Corbyn, en fait, elle permet à un certain nombre de voix au Royaume-Uni d'exprimer un autre point de vue sur ce qu'il faudrait faire en matière de politique économique. Ouais, donc dans l'un des deux partis majeurs. C'est le signe, vous pensez, quand même d'un pays divisé, parce qu'on est quand même dans un contexte de croissance, d'emploi d'un côté, et puis de l'autre, austérité, paupérisation des classes moyennes. Les idées de Corbyn, vous les jugez réalistes, compatibles avec ce contexte justement, et les structures aussi de l'économie britannique en général ? Oui, sur le plan économique, en tout cas, les principaux éléments qu'a soulevé Corbyn, par exemple comme le coût du logement au Royaume-Uni, qui est devenu très très cher et les prix de l'immobilier n'arrêtent pas d'augmenter, les mesures d'austérité qui frappent principalement les ménages les plus pauvres, la réforme du système des prestations sociales qui frappe les plus pauvres, un certain nombre de mesures de politique économique qui ont été mises en place depuis
l'arrivée des conservateurs en 2010, font qu'aujourd'hui, une véritable question se pose au Royaume-Uni en matière d'inégalité et en matière de mesures qui pourraient être prises en faveur des plus pauvres dans la société britannique. Ouais, donc il y a un fossé qui se creuse entre le camp conservateur et les travaillistes. Avec tout ça, vous pensez qu'aujourd'hui que Jeremy Corbyn a peut-être des chances d'accéder un jour au pouvoir ? Alors aujourd'hui, c'est une question très lointaine que vous posez, parce que les prochaines élections auront lieu en principe au Royaume-Uni en 2020. D'ici là, il peut se passer énormément de choses. Je pense que la question qui se pose plutôt aujourd'hui, c'est déjà au sein du Parti travailliste de savoir quel type de modèle économique on défend. Est-ce que les travaillistes repartent sur une ligne plus traditionnelle, comme celle que défend Jeremy Corbyn, avec une société plus juste, la défense des droits des travailleurs qui était une mesure importante chez les travaillistes autrefois. Donc c'est plus aujourd'hui la question, à mon avis, de savoir au sein du Parti travailliste quels sont les choix de politique et le modèle de société qu'on veut défendre pour l'économie britannique, qu'un véritable enjeu à très court terme de prise de pouvoir au Royaume-Uni. Et en quelques mots, pour vous, l'éclosion un peu surprenante en tout cas de Corbyn, est-ce qu'elle s'inscrit aussi dans un climat d'euroscepticisme, voire de populisme en Europe ? En fait, l'élection de Corbyn n'a pas de lien, selon moi, avec ces questions de montée du populisme. Les points de vue chez les travaillistes et de façon plus générale au Royaume-Uni vont être très très discutés sur le maintien ou non du Royaume-Uni dans l'Union européenne, puisqu'un référendum sera organisé d'ici 2017. Les positions de Corbyn sont celles du Royaume-Uni devant rester dans l'Union européenne, mais dans une Union européenne plus sociale, avec une certaine distance par rapport à toutes les mesures libérales qui ont été mises en place depuis le traité de Maastricht, le souhait d'avoir une dimension plus sociale et moins libérale en Europe. Merci beaucoup Catherine Mathieu pour ces explications. Et direction maintenant la banlieue de Tel Aviv, avec un objet qui pourrait devenir bien plus qu'un gadget, une start-up israélienne a mis au point un petit boîtier apte à détecter ce qui se cache dans votre assiette, dans vos plantes ou même dans vos vêtements. Il s'agit d'un mini-scanner moléculaire connecté au smartphone. Les applications sont quasi illimitées. Les multinationales suivent l'affaire de près. Laura Duhamel. À première vue, cela ressemble à une clé USB. Et pourtant, il n'en est rien. SAIO, c'est son nom, est un mini-spectroscope qui permet de déterminer les propriétés chimiques des objets qu'il scanne. Comment ? Grâce à un faisceau dit d'infrarouge proche. Chaque molécule réagit à cette lumière et produit une vibration que SAIO décode. Et le tour est joué, la teneur en gras et en sucre de votre barre de chocolat n'aura bientôt plus de secret pour vous. C'est le premier capteur moléculaire que l'on peut tenir dans la paume de sa main. Vous le mettez en marche comme ça, et il se connecte à votre smartphone. Et vous êtes en mesure de numériser des documents, d'en comprendre la structure moléculaire. L'originalité de SAIO, c'est qu'il compte sur vous pour améliorer ses performances. Car les patrons de la start-up Consumers Physics ont choisi de surfer sur la vague du collaboratif. Le produit a été lancé en 2014 sur la plateforme de financement Kickstarter. Avec succès puisque pour $250, 13 000 internautes ont déjà passé commande. Il y a un intérêt de la part de petits développeurs qui souhaitent développer quelque chose de cool pour eux-mêmes ou pour leurs enfants, ou même de la part d'adolescents, jusqu'à des multinationales et des grandes entreprises qui envoient la valeur pour leurs consommateurs ou pour eux-mêmes en interne à de nombreux égards. Si SAIO est donc encore un prototype, il pourrait bientôt être industrialisé. Et comme la montre connectée Pebble Watch, qui a récolté plus de 10 millions de dollars grâce aux internautes, ou le casque de réalité virtuelle Oculus racheté par Facebook, notre petit boîtier pourrait bien entrer dans la cour des grands. C'est un outil précieux, notamment dans certains régimes. C'est l'heure du Media Watch.
La revue de presse qui s'intéresse aujourd'hui justement au cerveau israélien et à leur fuite. Bonjour Laura Duhamel. Bonjour. Nombreux sont les Israéliens installés à l'étranger. Oui, alors Le Point révèle cette information, une fuite des cerveaux israéliens vers l'étranger. Le taux d'émigration des chercheurs israéliens serait même l'un des plus élevés parmi les nations occidentales. Alors selon l'Institut israélien de la statistique, ce chiffre concernerait près de 550 000 personnes, soit 6% de la population israélienne. Et surtout, eh bien, les Israéliens qui quittent le pays sont plus nombreux que ceux qui reviennent. Concernant les motifs de cette expatriation, ils sont plutôt classiques. Les Israéliens recherchent un emploi mieux adapté à leurs compétences et surtout mieux rémunéré, notamment concernant les scientifiques. Alors pour autant, certains nuancent ce constat inquiétant. Ils avancent qu'Israël attire de son côté eh bien, beaucoup de cerveaux étrangers, notamment dans le domaine du high-tech. Ouais, ça contrebalance. Et puis en France, Laura, maintenant, un autre chiffre qui fait le buzz aujourd'hui. Oui, 14 millions. 14 millions, c'est le nombre d'internautes français qui surfent illégalement sur Internet. L'étude date de cet été. Elle a été relayée aujourd'hui par Les Échos. On y apprend que près d'un internaute sur 3 surfe illégalement, soit une hausse de 20% depuis 2009. Et cette étude dresse même un profil type. Alors le pirate, aujourd'hui, c'est un homme plutôt jeune, moins de 50 ans et plutôt aisé. Ouais, on a une tendance assez nette. Merci beaucoup Laura et à très bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient très vite sur i24 News et la suite de vos programmes, la suite de l'info, c'est dans un instant. Restez avec nous.